Merci. Donc, bonjour à tous. Ce matin, je vais vous parler de la performance du système éducatif français. Et je vais commencer par un constat, l'importance du déterminisme social. Ensuite, je vais essayer de voir pourquoi le système éducatif français creuse en réalité les inégalités sociales. Et enfin, j'essaierai de répondre à la question « Que faire ?» Alors, pour commencer, tout d'abord, le constat, on a une performance globale de notre système éducatif plutôt médiocre. Première chose, on a près de 150 élèves chaque année qui sortent de notre système éducatif sans qualification ni diplôme. Ensuite, du point de vue de nos classements internationaux, si on regarde notamment l'enquête PISA, on se rend compte qu'on se place dans la moyenne des pays de l'OCDE, mais qu'on régresse dans le classement, notamment du point de vue du score en mathématiques, alors que d'autres pays, eux, progressent dans ces classements. Ensuite, si l'on regarde maintenant le taux d'accès à l'enseignement supérieur d'une génération, on constate que celui-ci diffère très sensiblement selon l'origine sociale. On a 82% des enfants de cadre supérieur contre 31% des enfants d'ouvriers non qualifiés. Et si on regarde de manière un peu plus approfondie, je dirais, l'origine sociale de nos étudiants dans l'enseignement supérieur français, eh bien, on constate que les enfants de cadre sont surreprésentés par rapport à leur poids dans la population active et les enfants d'ouvriers sont sous-représentés. Si vous regardez le tableau ici, vous voyez que 11% des étudiants sont des enfants d'ouvriers et que 30% sont des enfants de cadres, alors que les ouvriers représentent 24% de la population active et que les cadres en représentent 15%. Alors bien évidemment, en termes d'évolution, si on regarde l'évolution des catégories socioprofessionnelles depuis les années 70, on voit bien que les cadres ont doublé dans la population active et que le poids des ouvriers a sensiblement diminué. Il n'en reste pas moins que ces derniers sont sous-représentés. On voit très bien ceci dans le graphique suivant où on a les étudiants selon leur origine sociale. Et vous voyez qu'effectivement, les enfants de cadres et professions intellectuelles supérieures sont très fortement représentés. Alors particulièrement dans l'université, c'est ce que vous avez en bleu, mais également fortement dans les classes préparatoires aux grandes écoles et dans les écoles d'ingénieurs. Ce qui nous laisse à penser que le taux d'accès aux filières élitistes d'une génération diffère très fortement selon l'origine sociale. Si vous regardez ce qui concerne l'origine sociale ici des élèves de classe préparatoire, vous voyez que vous avez 6,3% de ces élèves de classe préparatoire qui sont des enfants d'ouvriers, tandis que vous avez 49% de ces élèves qui ont des parents issus des professions intellectuelles supérieures. Et c'est la même chose si vous regardez l'origine sociale des élèves d'écoles d'ingénieurs. 8% sont d'origine ouvrière, alors que 56% ont des parents cadres. Globalement, si on résume, un fils de cadre a 12 fois plus de chances d'accéder à une grande école. Alors, on pourrait se poser la question maintenant de la question du troisième cycle à l'université. Eh bien, si l'on regarde le troisième cycle à l'université, il est tout aussi socialement sélectif. La part des enfants d'ouvriers et d'employés inscrits en master et doctorat est de 17% et 12%, contre respectivement 34 et 35% pour les enfants de cadre supérieur. Par ailleurs, si l'on regarde l'impact de l'origine sociale sur la réussite scolaire, eh bien celle-ci est déterminante. Première remarque, c'est que l'origine sociale détermine le type de bac choisi. C'est ce que vous voyez ici sur ce tableau. Et vous voyez qu'effectivement, les bacheliers dont les parents sont cadres ou appartiennent aux professions intellectuelles supérieures choisissent très largement d'effectuer de passer un bac général et très peu choisissent de passer un bac technologique ou professionnel. Et ça n'est pas du tout le même schéma que l'on obtient lorsque l'on regarde les ouvriers. Les enfants d'ouvriers, eux, choisissent davantage les bacs professionnels et ensuite un peu moins le bac général et le bac technique. Par ailleurs, si on regarde aussi cette fois-ci le taux de réussite au baccalauréat, eh bien celui-ci diffère également selon l'origine sociale. Et là, on a un marqueur très net. Vous voyez que le taux de réussite
des bacheliers dont les parents sont cadres et issus des professions intellectuelles supérieures est d'un peu plus de 92%. Il est d'un peu plus de 93% pour les enfants de professeurs et il est d'un peu plus de 92% pour les enfants d'instituteurs. Et si vous comparez avec le taux de réussite au baccalauréat des enfants d'ouvriers, il est nettement moins important, il est aux environs de 80%. Autre point, la France aujourd'hui est le pays de l'OCDE où l'origine sociale des enfants pèse le plus lourd dans les résultats scolaires. C'est un des résultats majeurs de l'enquête PISA, ce qui fait que la France se place de ce point de vue dans le peloton de tête des pays tels que le Chili, la Bulgarie, la Hongrie ou le Pérou, qui ont des PIB des niveaux de PIB par habitant qui sont quand même pas comparables. Deuxième remarque, c'est que si on regarde cette tendance, elle s'est accrue ces 10 dernières années. Conséquence, entre l'enquête PISA 2012 et l'enquête PISA 2003, ce que l'on observe, c'est que lorsque l'on appartient aujourd'hui en France à un milieu défavorisé, on a moins de chances de réussir. Alors, de ce point de vue, on a réalisé, ces résultats sont corroborés par une étude récente, donc de Benalima, Chusso et Hélier, parue en 2014, qui montre que la mobilité sociale en France, déjà faible comparativement aux pays nordiques, de ce point de vue, la France se place dans les pays de tête en matière de faible mobilité sociale avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Et donc, alors que cette mobilité sociale est déjà faible, cette mobilité sociale régresse en France. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que la place des individus dans la société est prédéterminée et donc dépend à la fois du niveau d'éducation, du niveau de revenu, du niveau de richesse de la famille dont les individus sont issus, et donc le déterminisme social et familial augmente. Alors comment est-ce que je vais vous présenter les résultats brièvement de cette étude, comment est-ce que l'on mesure cette mobilité sociale ? On va calculer ce que les économistes appellent une élasticité intergénérationnelle d'éducation. En quoi cela consiste-t-il ? Simplement, on va regarder la transmission, on va mesurer la transmission du niveau d'éducation des parents à l'enfant. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on va regarder ? On va prendre le niveau de diplôme des parents et des enfants. On va mesurer ce niveau de diplôme, on va regarder la valeur sur le marché du travail que ce niveau de diplôme va apporter et on va mesurer cette élasticité. Alors, qu'est-ce que cette élasticité signifie ? Si la valeur est nulle, la valeur de cette élasticité est nulle, dans ce cas-là, on est dans un monde parfait où nous aurions une parfaite mobilité, c'est-à-dire que l'impact des parents, du niveau d'éducation des parents sur le niveau d'éducation des enfants est nul. Et si cette élasticité est égale à l'unité, alors nous sommes dans un monde où il y a une parfaite immobilité sociale et dans ce cas-là, la position des enfants est déterminée à 100% par celle des parents. Alors si vous regardez, ce qui est intéressant ici, c'est de regarder la dernière ligne de ce tableau. Vous voyez que cette élasticité en 1993 était de 0,38 et qu'elle monte à 0,48 10 ans plus tard en 2003. Donc en termes de niveau, c'est fort et l'augmentation effectivement est importante. Alors si je résume en 2 mots le constat que je viens de faire, le système éducatif français creuse les inégalités sociales tout au long de la scolarité et a tendance à favoriser l'exclusion des élèves des milieux les moins favorisés. Et ce constat est d'autant plus alarmant que le diplôme initial a un impact essentiel en France, comme vous le savez, sur la carrière professionnelle. Alors on va essayer de voir maintenant pourquoi est-ce que le système éducatif creuse les inégalités sociales. La première explication, c'est le fait que l'impact des transferts intrafamiliaux sur le niveau éducatif a augmenté. Alors, qu'est-ce que l'on entend par les transferts intrafamiliaux ? Cela correspond en fait à toutes les transmissions des connaissances, de culture, de codes sociaux, de comportements, de réseaux qui s'opèrent à l'intérieur de la famille. Et là encore, si vous pouvez revenir encore un slide avant, voilà. On montre dans l'étude de Benalima, Chusso et Hélier, on a estimé ces transferts intrafamiliaux. Vous voyez, c'est la première ligne, et on voit bien que leur impact a fortement augmenté entre 1993 et 2003. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, il existe il existe donc des prérequis culturels, et ça c'est très important à retenir, c'est-à-dire des savoirs implicites qui ne sont pas évaluables et qui sont absolument nécessaires pour réussir, qui sont transmis dans les familles favorisées
et les familles d'enseignants, ce qui explique la meilleure réussite de leurs enfants, et qui ne sont pas enseignés aux élèves qui ne les possèdent pas. Deuxième explication, ça concerne la sélectivité du système éducatif français qui a tendance à trier et classer relativement tôt les élèves. Alors, on a une orientation précoce entre enseignement général et enseignement professionnel. On a différentes façons, différents choix optionnels dans le secondaire qui permettent d'orienter les enfants vers des filières plus ou moins élitistes. Et surtout, on a une éducation supérieure qui est divisée en France entre les grandes écoles d'un côté et les universités. Alors, avec certes une très forte sélection, une sélection qui n'est pas la même, la sélection pour entrer dans les grandes écoles étant beaucoup plus forte que pour accéder à l'université, mais également avec une dépense par étudiant qui n'est pas la même, avec un coût annuel pour un étudiant à l'université qui est environ 8 000 € hors IUT et qui s'élève à 15 000 € pour les enfants des classes préparatoires aux grandes écoles. Troisième explication importante, cela concerne la structure du système éducatif. Alors, qu'est-ce que j'entends par structure du système éducatif? J'entends trois choses, trois éléments. La première chose, c'est la quantité de dépenses publiques que l'on alloue à l'éducation. La deuxième chose, c'est la façon dont on répartit ces dépenses publiques entre les cycles primaires, secondaires, supérieurs. Et la troisième chose, c'est la façon dont on sélectionne et le degré de sélection pour entrer à l'université et atteindre l'enseignement supérieur. Alors, dans un papier récent coécrit avec mon collègue Joël Hélier, on a montré que la structure des systèmes éducatifs nationaux joue un rôle déterminant dans les inégalités éducatives à long terme, en créant des stratifications sociales qui peuvent perdurer dans le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des individus au sein d'une génération qui vont être divisés en plusieurs groupes qui correspondent à différents niveaux d'éducation. Et on peut se retrouver avec des individus qui vont rester non qualifiés ou sous-qualifiés de génération en génération, c'est-à-dire de père en fils. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'on peut améliorer les choses, c'est-à-dire réduire cette segmentation sociale et favoriser la mobilité sociale lorsque l'on est en présence de fortes inégalités éducatives, ce qui est typiquement le cas de la France? La réponse est oui. Et la réponse est comment? Eh bien, on va, en combinant, c'est ce que l'on montre, en combinant de fortes dépenses d'éducation à une augmentation de la part allouée à l'éducation primaire et à une moindre sélection à l'entrée de l'université. En quoi cela consiste? Cela consiste en fait simplement à compenser les inégalités sociales liées au milieu familial pour permettre aux enfants des milieux issus des milieux défavorisés de passer la barrière de la sélection et de monter dans l'échelle sociale. Autrement, eh bien, seuls les enfants de milieux favorisés passeront la sélection. Alors, concrètement, là, vous avez un exemple d'un système éducatif plutôt égalitaire, caractérisé par trois choses. Premièrement, une forte dépense d'éducation publique. Deuxièmement, une forte part allouée à l'enseignement primaire. Et troisièmement, une sélection à l'entrée de l'université un peu moindre que dans le second système que je vais vous présenter. Qu'est-ce qu'on a ici? Je vais me déplacer pour vous montrer. Si vous voulez, vous avez sur l'axe des ordonnées la répartition du niveau d'éducation des parents. D'accord? Donc on a une répartition assez hétérogène, on a des inégalités d'éducation assez fortes. Et ce que vous pouvez constater, c'est que les enfants qui ont des parents avec des niveaux de qualification très faibles, entre 0 et 0,7 ici, vous voyez qu'ils arrivent de génération en génération à monter dans l'échelle sociale et à atteindre un niveau d'éducation relativement élevé. C'est le premier segment qui correspond ici à de l'enseignement technique. Et certains d'entre eux peuvent même monter davantage et rentrer et atteindre une éducation, suivre une éducation supérieure. Donc on a une faible stratification sociale, on a deux segments dans la société, on a quasi-égalité des revenus et on a donc de la mobilité sociale. Si je vous montre maintenant un système éducatif complètement différent, avec beaucoup moins d'argent public alloué à l'éducation, beaucoup moins d'argent public alloué aux primaires et une plus forte sélection à l'entrée de l'université. Qu'est-ce qu'on voit? Avec le même niveau de qualification pour les parents au départ, on a le même axe au départ, on part du même niveau de capital humain. Et qu'est-ce qui se passe? Mais là, on a une segmentation de la société en trois segments. Et vous voyez que les enfants dont les parents, là, ici ont des niveaux d'éducation relativement faibles, eh bien vous voyez qu'ils n'arrivent pas à monter, très peu arrivent à monter dans l'échelle sociale et à atteindre le technique, l'enseignement technique. Et si vous regardez, vous avez la plupart de ces enfants-là
reste ici sur ce segment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des enfants qui vont rester non qualifiés de génération en génération. Très peu d'entre eux arrivent à intégrer le technique et quasiment personne n'arrive à atteindre l'université. Et si vous regardez bien, vous voyez que seuls les enfants dont les parents ont un niveau d'éducation relativement élevé, très élevé même, arrivent à atteindre l'enseignement supérieur. Alors, dernière remarque ici, c'est qu'en fait, on n'a pas d'arbitrage entre l'argent que je vais allouer au primaire et l'argent que je dois allouer au supérieur. Pourquoi? Parce que ce que l'on montre ici, c'est que lorsque nous sommes en présence de fortes inégalités d'éducation, ce qui est le cas de la France, il faut absolument investir massivement dans l'éducation primaire. Et une fois que ces inégalités liées au milieu familial sont corrigées grâce à l'investissement dans l'éducation primaire, eh bien alors là, il faut que le pays investisse massivement dans le supérieur. Et c'est typiquement ce qu'ont fait des pays, par exemple la Suède, c'est exactement ce que la Suède a fait. Alors pour terminer, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien la première chose, c'est que lorsque nous sommes en présence de fortes inégalités éducatives et culturelles et que nous avons un système éducatif sélectif, la dépense publique d'éducation ne doit pas être la même pour tous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'école doit absolument réduire les inégalités liées aux différences familiales avant de sélectionner. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut absolument agir dès les premières années de scolarisation. Alors, comment? Première chose, il faut qu'on favorise la scolarisation des enfants dès l'âge de 2 ans. Et malheureusement, on observe une baisse très sensible de cette scolarisation depuis les années 2000. Pourquoi? Parce que plus tôt on scolarise les enfants, plus l'activité d'éducation est efficace, et particulièrement pour les enfants issus des milieux défavorisés. Alors, juste, je vous ai cité, alors les travaux d'Ekman sur cette question sont très connus. Je vais juste mis une citation, très simplement. Qu'est-ce que montre Ekman? Il montre la chose suivante, c'est que si on investit dans l'éducation des enfants défavorisés de la naissance jusqu'à l'âge de 5 ans, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'augmenter leur niveau d'éducation, ça permet forcément d'avoir des individus qui s'inséreront mieux sur le marché du travail, qui augmenteront leurs revenus, donc qui auront un risque au chômage plus faible. Ça permet de réduire surtout les coûts liés aux déficits sociaux. Ils auront une meilleure santé, ils seront moins souvent au chômage, ils pourront payer les cotisations sociales et ça permettra d'augmenter la croissance. Donc clairement, ces travaux montrent qu'on a un intérêt à investir dans l'éducation des enfants dès le plus jeune âge. Deuxième chose, il faut favoriser l'accueil des jeunes enfants de 6 mois à 3 ans. Ça fait partie des moyens, des choses à mettre en œuvre. Troisième chose, il faut absolument consacrer davantage de moyens à l'école primaire. On l'a dit, cela réduit les inégalités éducatives et cela favorise la mobilité sociale. Et c'est effectivement très important, d'autant plus qu'en France, si vous regardez la répartition, la dépense ou le coût moyen d'un élève ou d'un étudiant par cycle, vous voyez que la France pour le primaire se situe en dessous de la moyenne de l'OCDE, alors qu'elle se situe au-dessus de la moyenne pour ce qui concerne le secondaire. Et en fait, la France dépense beaucoup plus d'argent pour le secondaire que le primaire, et particulièrement beaucoup d'argent pour le lycée. Je vais terminer là-dessus. Alors, bon, là, c'est la même chose, sauf que c'est la dépense publique. Donc, on voit que la France... là aussi, dépense moins que la moyenne des pays avancés pour le primaire, plus pour le secondaire que la moyenne des pays avancés, un peu plus que pour le supérieur. Mais si vous comparez, par exemple, avec un pays comme la Suède, vous voyez qu'elle dépense nettement moins pour le primaire que la Suède, nettement moins que le secondaire et aussi nettement moins que le supérieur. Je vais terminer là-dessus. L'école, effectivement, doit absolument se réformer. Elle doit améliorer ses pratiques pédagogiques pour corriger les inégalités sociales dès le plus jeune âge. Or, on a un problème en France, c'est que le système éducatif se focalise sur les savoirs à transmettre, mais néglige absolument les compétences nécessaires à l'acquisition de ces savoirs. Ça, c'est un problème. Deuxièmement, on a intérêt à cibler les réformes sur les élèves en échec scolaire ou qui sont issus des milieux défavorisés. C'est ce qu'ont fait un certain nombre de pays depuis les années 2000, tels que l'Allemagne, la Pologne, le Portugal. Ou le Portugal. Je vais terminer là-dessus. On peut se poser la question suivante. Et d'ailleurs, souvent, on me pose cette question. Mais si on augmente l'aide en faveur des élèves les plus faibles, cela ne va-t-il pas nuire aux meilleurs?
Ben, la réponse est non. Dans l'enquête PISA 2012 montre la chose suivante, c'est que les pays qui ont les systèmes éducatifs les plus performants sont aussi les pays qui luttent le mieux contre les déterminismes sociaux. Et je vais vous le montrer sur le graphique suivant. Si vous regardez dans le cadran nord-est, vous voyez que vous avez des pays dont la performance est au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE et dont le poids du déterminisme social est inférieur à la moyenne de l'OCDE. Et on retrouve quels pays? Typiquement la Finlande et le Canada. Donc la Finlande et le Canada ont des systèmes éducatifs qui permettent d'allier efficacité, performance et équité et justice sociale. Alors dans le cadran sud-ouest, ici, vous avez les pays dont la performance est en dessous de la moyenne de l'OCDE et dont le poids du social, le poids du déterminisme social, le poids de la famille est très important. Et où nous trouvons-nous? La France en rouge, vous voyez, on est là. C'est-à-dire qu'on est le pays où le déterminisme social est le plus important et on est dans la moyenne de l'OCDE. Donc ma conclusion, c'est qu'effectivement, il faut investir massivement dans le primaire et on est tout à fait capable de mettre en œuvre un système éducatif qui soit à la fois équitable, qui lutte contre les déterminismes sociaux et qui soit efficace. Je vous remercie de votre attention.